Bonjour Blaise Hoffmann, Mais bonjour. on se retrouve ici dans ce lieu incroyable à Collonges-Bellerive au milieu d'un très beau jardin pour parler agriculture. C'est aussi ça notre métier, c'est de s'installer dans des lieux comme ça pour parler de la terre. Votre livre Faire paysan aux éditions Zoé, vous revenez sur l'agriculture de votre enfance puisque vous êtes fils et petit-fils d'agriculteurs. Et puis vous parlez aussi de l'agriculture d'aujourd'hui et de notre rapport à la terre. Avant d'aborder ces sujets-là, peut-être un souvenir, quelque chose qui vraiment vous rapproche à tout jamais de ce milieu-là. Ouais, c'est un ensemble d'odeurs, c'est des gestes, c'est des vues. Moi, je pense que c'est plutôt les travaux estivaux, la cueillette des cerises et c'est la paille. Voilà. Vous racontez au début du livre votre grand-père et surtout cet immense tas de fumier. Vous dites le lisier était l'or noir des étables. Vous racontez aussi à l'époque ces centaines de fermes, les voisins qui sont aussi agriculteurs, cet esprit aussi paysan qu'il y a ici. Et puis en 2021, ces votations sur les produits phytosanitaires en Suisse, vous expliquez que c'est à ce moment-là que vous vous lancez dans ce livre. Pourquoi est-ce que ça a été déclencheur ? Bon, je dois d'abord revenir au fumier, parce que c'est le personnage central du début du livre. On s'ancre et puis c'est tout un symbole. Disparition des fumiers, disparition des éleveurs. Et puis le fumier, c'est aussi le symbole d'une agriculture qui est encore à taille humaine, qui est circulaire. Maintenant, j'avais en moi, sur le temps long, une tension déjà, étant né, comme vous l'aviez dit, dans une ferme active, en ayant eu cette enfance heureuse de campagne. Et puis après, les métiers, les voyages, les études, l'écriture m'a écarté de la campagne. Et j'ai toujours ressenti un peu cette tension quand je suis en ville. Je prends ma campagne avec. Quand je suis à la campagne, je passe pour un citadin. Et puis en 2021, c'était devenu vraiment flagrant. C'est-à-dire qu'avec ces votations sur les pesticides ou sur les produits phytosanitaires, là aussi c'est une question de lexique qui est très importante, parce que selon le mot que l'on utilise, on est identifié dans une tribu ou dans l'autre. Exact. Et bien j'ai ressenti, il devait y avoir normalement un débat qui aurait pu être fertile. Et puis j'ai surtout ressenti là deux camps qui campaient sur leur certitude, et puis une absence de débat finalement. Vous vous interrogez sur l'usage des pesticides, des fongicides. À un moment, vous allez à la rencontre d'agriculteurs, puisque c'est ça aussi le principe du livre. C'est presque une enquête journalistique. Vous allez voir plusieurs agriculteurs, savoir comment ils travaillent. Et à un moment, vous écrivez « À l'heure du dessert, horreur, je franchis sans m'en rendre compte le point de non-retour en prononçant le mot qu'il ne faut jamais prononcer devant un paysan conventionnel de plus de 50 ans. Glyphosate ». Et c'est vrai que c'est sans doute le terme qui oppose le plus, qui résonne le plus chez tout le monde finalement. Eh bien, miracle, ce paysan, c'est le paysan du chapitre 2, comme tous les personnages du livre, je leur ai fait parvenir un livre avant publication. Ce paysan a lu le livre et m'a écrit dans les 2 jours qui suivaient un joli message manuscrit en souhaitant qu'un maximum de gens lisent ce livre. Donc je me moque un peu de lui dans cette histoire-là, mais pas vraiment parce que j'essaye de replacer ce contexte, d'élargir un petit peu cette réflexion. Mais même lui, avec qui je me suis écharpé durant cette soirée-là, ne m'en veut pas pour l'écriture de ce livre. Mais l'idée était vraiment de pouvoir également donner la parole au camp d'en face. Et je suis parti, comme vous le disiez, c'est un livre qui me ressemble. J'ai été journaliste aussi. Et donc je suis parti sur le documentaire, le reportage. Et puis après, j'ai fait des études d'histoire. Et j'ai assez vite compris qu'il fallait là poser le contexte historique pour essayer de comprendre comment on en est arrivé à l'agriculture d'aujourd'hui. Et puis, toujours, je vibrais en rencontrant ces gens parce que justement, ça me reconnectait à mon empreinte paysanne, à mon enfance. Et là, j'ai fait œuvre d'écrivain pour essayer de remettre un peu d'émotion, d'ancrage intime dans cette enquête. Dans ce débat sur ces produits, parce que c'est là que ça cristallise aussi beaucoup d'opposition, vous essayez d'équilibrer un petit peu, de redonner la parole aussi à ceux qui en ont besoin. Bon, j'aimerais une agriculture bio et j'ai espoir qu'on y arrive. Ça va prendre du temps par contre. Maintenant, d'une part, je n'ai pas l'impression qu'on puisse sauver l'agriculture sans les agriculteurs et les agricultrices. Donc c'est quand même eux qui sont garants d'une expérience. C'est eux qui savent comment réagissent les parcelles depuis des générations et des générations. Et c'est vrai que c'est assez malvenu parfois d'avoir un avis qui vient de la ville, complètement hors sol et définitif, pour souhaiter un arrêt définitif. Et c'est ça que j'ai envie de prôner,
c'est pas forcément une réconciliation, on n'en a pas besoin, c'est un débat, c'est de prendre le temps de se rencontrer, de parler, de ne pas tout de suite arriver avec le mot cancérigène et glyphosate, mais peut-être de dire ouais, racontez-moi votre métier et prendre le temps là de comprendre tous les enjeux écologiques évidemment, mais aussi économiques et humains. Il y a tout un passage aussi, un très grand passage où vous racontez la vie de ces agriculteurs et agricultrices. Vous racontez les suicides qui ont été nombreux, qui sont un peu moins nombreux depuis Oui. 2018. Vous racontez aussi les femmes d'agriculteurs qui sont seulement un tiers à avoir un salaire. Hein. C'est vraiment des femmes qui travaillent plus de 50 heures par semaine pour pas grand-chose, même pour rien. Et les agriculteurs eux-mêmes qui peinent à vivre. Vous citez un jeune, Faire paysan, et c'est votre titre, Faire paysan, c'est travailler plus que tout le monde, gagner moins que tout le monde pour nourrir des gens qui croient qu'on les empoisonne. Comment on explique qu'on néglige autant cette profession, ces paysans, ces paysannes qui finalement nous nourrissent? Je crois que le débat est en train de basculer ces dernières années. Il y a eu la pandémie, il y a la guerre en Ukraine, il y a toutes sortes d'autres crises aussi qui s'ajoutent pour redonner un peu de noblesse à cette profession, à se souvenir qu'avant les produits phytosanitaires, il y a le verbe nourrir. Il y a ce besoin essentiel. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte quand même qu'une civilisation qui néglige autant ce secteur primaire, c'est-à-dire le secteur qui les nourrit, eh ben, est une civilisation qui est appelée à la décadence. Dans la fin de votre livre, vous dites aussi que vous êtes allé voir d'autres modèles de paysannerie, vous êtes allé voir des jeunes qui introduisent beaucoup plus de technologie aussi dans leurs fermes, mais aussi ceux qui se relancent dans la permaculture avec de l'insertion sociale, d'autres modèles en fait de ceux entre guillemets du passé. Est-ce que c'est viable? Est-ce que vous voyez un avenir paysan plus tourné vers le bio, l'insertion, la permaculture, etc. Est-ce que c'est possible? Non, la réponse est, j'imagine, à mi-chemin. Mais ce que je voulais raconter, c'est qu'il y a aussi des belles initiatives technologiques. C'est-à-dire qu'il y a, là, par exemple, la méthanisation du lisier. Quand on a une porcherie, on le méthanise, on peut créer de l'électricité. Je ne sais pas quel est le bilan écologique de ce genre de démarche, mais c'est intéressant de voir que ça existe, qu'il y a beaucoup de machines maintenant qui pulvérisent de manière ultra ciblée les produits phytosanitaires. Et dans cet univers-là, il se passe aussi quelque chose. Mais évidemment qu'aujourd'hui, on voit surtout des jeunes qui se lancent là dans le micro-maraîchage, bio-intensif, low-tech, énormément d'initiatives très saluées par les médias qui adorent justement cette agriculture à visage humain, à taille humaine. Maintenant, j'avais aussi envie de parler de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes, 20, 30 ans, qui tirent la langue, vraiment. La pandémie a donné pas mal de belles années à la vente directe, au circuit court, et puis maintenant, c'est quand même compliqué. Déjà, l'accès à la terre est compliqué, et puis après, on se rend compte assez vite que le consommateur a un discours, une idéologie, mais qui ne se transcrit pas toujours en achat. Et le bio, et disons le prix qu'on est prêt à payer pour son aliment, n'augmente pas énormément. En toute fin de livre, vous appelez entre guillemets à une réconciliation ou du moins à un débat sain et constructif entre les partisans d'une agriculture bio et très différente de l'agriculture qu'on a pu connaître par le passé. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a déjà des initiatives qui se font en ce sens? Ouais, on m'a traité de Martin Luther King agricole. Oui, parce que vous dites même, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, c'était une allusion. Je me permets, après 200 pages, une envolée lyrique. Et j'espère qu'on a assez d'informations pour bien la lire. Oui, j'avais envie de donner une tournure. C'est un livre optimiste. Et puis je termine avec ce souhait, en fait, le choix du titre n'est pas un hasard, le mot paysan qui est déprécié, j'ai voulu le mettre en titre pour lui remettre cette noblesse et puis espérer que beaucoup de jeunes souhaitent embrasser cette profession. Et ça se transcrit par les actes, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent dans les écoles d'agriculture. Et parmi ces nouvelles recrues, beaucoup de femmes, beaucoup de citadins. Et ce sont des bonnes nouvelles. Merci beaucoup à vous, Blaise Hoffmann. Je rappelle les références de ce livre, Faire paysan aux éditions Zoé. C'est un très très bon bouquin. Je vous le recommande très vivement. Je vous souhaite une belle soirée sur Les Monts Bleus. Au revoir.